Let's start in the US, where the government has shut down for the first time in almost 7 years after lawmakers failed to pass a last-ditch funding plan. This means that many non-essential government services will grind to a halt. Le vide qui règne dans les couloirs du Capitole depuis quelques semaines n'est pas le signe d'une réconciliation, mais celui d'une négligence coupable. À chaque nouvelle aube, l'impression que la machine étatique est au point mort se confirme comme une dure réalité. Le plus troublant dans tout cela, c'est que cette paralysie n'a pas été provoquée par des adversaires politiques ou par une crise internationale. Elle est née au cœur même du Congrès, alimentée par une inertie qui coûte cher à la population. Alors que des millions de citoyens luttent contre l'augmentation incontrôlée des coûts de l'assurance maladie. La suspension soudaine d'aides, telles que le programme d'aide nutritionnelle supplémentaire, et l'incertitude totale quant à l'orientation du pays, les parlementaires chargés de défendre ces mêmes citoyens ont disparu de la scène publique. Pendant 5 semaines consécutives, la Chambre des représentants est restée complètement inopérante, même face à une impasse critique causée par le blocage budgétaire. Une situation qui, à tout autre moment de l'histoire des États-Unis d'Amérique, aurait semblé inacceptable, est devenue courante sous la direction d'un parti républicain affaibli par des craintes internes, des omissions successives et une loyauté inconditionnelle envers la figure de Donald Trump. Contre cette dynamique d'obéissance aveugle, un groupe de 50 députés républicains a pris une mesure rare. Il a rompu le silence et surpris l'opinion publique en s'alliant aux démocrates pour tenter de rétablir un minimum de fonctionnalité de l'État. Face à une administration paralysée, l'ancien président Trump a décidé de saisir le ministère de la Justice pour exiger un remboursement de plus de 230 millions de dollars liés à ses batailles judiciaires. Il affirme que ces dépenses devraient être remboursées par le gouvernement. Cependant, un détail crucial rend cette exigence encore plus révoltante. Les coûts de ces procédures ont été principalement couverts par des dons de sympathisants, acheminés par l'intermédiaire d'un comité d'action politique qui a pris en charge la quasi-totalité des dépenses. Cela signifie que l'argent n'est même pas sorti de sa propre poche, mais provient des contributions volontaires de ses partisans. Et maintenant, il veut que le contribuable paie une deuxième fois. Il s'agit littéralement d'une double ponction des ressources publiques. Ce qui aggrave encore plus le scandale, c'est la réponse, ou plutôt l'absence de réponse, des hauts dirigeants républicains comme l'actuel président de la Chambre des représentants, Mike Johnson. Interrogé sur la demande de Trump, Johnson a éludé la question, affirmant ne pas connaître les détails et ne pas avoir d'opinion à ce sujet. Une phrase en particulier a attiré l'attention des analystes et des électeurs. « Je ne lui en ai pas encore parlé », comme si un représentant élu avait besoin de l'autorisation de l'ancien président pour exprimer une position. Ce qui se déroule sous les yeux de la population est le portrait de la soumission totale de l'une des plus hautes autorités législatives à un homme qui n'occupe même pas officiellement la présidence du pays à l'heure actuelle. Pourtant, il agit comme s'il commandait tout. Et dans la pratique, c'est ce qu'il fait, car Mike Johnson, même face à l'effondrement imminent des services publics, face à la famine qui touche déjà des milliers de foyers, même en observant le mécontentement grandir parmi ses propres collègues du parti, continue d'agir selon les directives qui émanent d'un manoir en Floride. Tel est le contexte qui précède la décision historique des 50 républicains qui ont décidé de rompre avec le scénario prévu. Non pas pour des raisons idéologiques, mais par pur instinct de survie politique. Beaucoup de ces membres du Congrès ont été élus dans des régions centristes, où les électeurs commencent à ressentir concrètement que les coupes dans le programme alimentaire, les réajustements des plans de santé et la paralysie du gouvernement ne sont plus des questions lointaines. Ce sont des souffrances réelles, ce sont des licenciements massifs, ce sont des hôpitaux bondés qui n'acceptent plus de nouveaux patients, ce sont des enfants qui vont se coucher sans dîner et des parents qui pleurent en silence parce qu'ils ne savent pas comment expliquer cette réalité. Et ici, une petite pause s'impose. Si vous vous identifiez à cette angoisse,
Si vous vous sentez également écrasé par des décisions qui n'ont jamais été prises en tenant compte de votre bien-être, c'est le moment de nous rejoindre. Abonnez-vous à la chaîne. Cette conversation doit se poursuivre, prendre de l'ampleur, trouver d'autres voix prêtes à résister, à dénoncer et à chercher une nouvelle voie. Il suffit de cliquer sur le bouton d'inscription et de nous suivre dans cette aventure. Mais revenons à l'atmosphère étouffante qui règne au Congrès. Le plus choquant est de constater que même les membres les plus radicaux de la base trumpiste ne parviennent pas à garder le contrôle de la situation. Marjorie Taylor Greene, par exemple, l'une des figures les plus alignées sur la ligne idéologique de Trump, a adopté un ton plus prudent. Même si elle est loin d'abandonner ses convictions, le simple fait de diverger en public représente déjà une rupture sismique dans un parti où toute dissidence est traitée comme une trahison. Parallèlement, des géants tels que Walmart commencent à manifester leur mécontentement face à la gestion économique du pays. Non pas pour des raisons altruistes, mais pour des raisons commerciales. Ces entreprises savent qu'une grande partie de leurs consommateurs dépendent directement de programmes sociaux tels que l'aide alimentaire. Supprimer ces avantages revient, dans la pratique, à perdre une part importante de leur clientèle. L'effondrement du système ne nuit pas seulement aux plus vulnérables, il compromet tout le mécanisme économique qui soutient la nation. Malgré cela, l'ancien président reste déterminé à tout pousser à l'extrême, motivé par un projet personnel de pouvoir fondé sur le ressentiment, la vanité et un désir insatiable de commandement absolu. Et l'aspect le plus cruel de tout cela, c'est le temps. Alors que les affrontements parlementaires s'éternisent, que le Parti républicain se fragmente dans des querelles internes, que Johnson attend des instructions sur ce qu'il peut ou ne peut pas dire, des millions de personnes restent privées des services les plus élémentaires. Leur vie reste en suspens. Elles continuent d'être traitées comme des pions jetables dans une guerre politique qui a cessé d'être une simple dispute partisane pour se transformer en conflit civil symbolique. Le plus révoltant dans tout cela, c'est de savoir que la solution est à portée de main. Il suffirait d'avoir le courage, il suffirait de mettre à l'ordre du jour une proposition garantissant le financement du programme alimentaire. Il suffirait de voter la poursuite des subventions à la santé. Il suffirait de reprendre sérieusement les travaux législatifs. Mais c'est l'inverse qui se produit, une chambre qui semble être devenue le symbole de l'abandon. Un ancien président agissant en coulisses comme un chef d'État parallèle, et une population qui crie en silence, écrasée par une réalité qui défie toute logique démocratique. La vérité est que le Parti républicain a déjà perdu son cap, non seulement en ce qui concerne les propositions qu'il défend, mais aussi en ce qui concerne sa propre essence en tant que parti. Et dans cette perte, il entraîne avec lui la capacité du gouvernement à fonctionner. L'effondrement institutionnel n'est plus une menace lointaine, c'est le portrait actuel du pays. Pourtant, 50 parlementaires ont décidé de résister. Ils tentent de construire une alliance d'urgence avec les démocrates. Mais il reste à savoir s'ils bénéficieront d'un soutien suffisant, s'ils parviendront à renverser la situation, ou si, comme tant d'autres chapitres de cette histoire récente, ils seront eux aussi engloutis par l'oubli et le désespoir. La calamité qui frappe actuellement les États-Unis d'Amérique ne se résume pas à un blocage politique ou à une impasse administrative. Il s'agit avant tout d'une blessure éthique qui saigne chaque jour davantage. Alors que le peuple est laissé pour compte et que les détenteurs du pouvoir troquent leurs engagements publics contre des pactes opportunistes avec un ancien dirigeant qui a démontré à plusieurs reprises que sa seule priorité était sa propre préservation. Et alors que la pénurie s'intensifie, que la panique de perdre l'accès aux soins de santé s'installe dans les foyers américains, Donald Trump exige du Trésor fédéral des sommes absurdes, de l'ordre de centaines de millions de dollars, comme s'il était intouchable par la Constitution, par la raison ou par la décence. Il demande le remboursement de dépenses qui n'auraient jamais dû être couvertes par l'État, puisqu'elles ont été payées avec des fonds provenant de dons volontaires. Le message implicite est dévastateur. Le gouvernement doit exister pour servir ses désirs.
et toute opposition sera écrasée par une militance radicalisée qui n'admet même plus le doute. Mais cette construction du pouvoir absolu a commencé à montrer des fissures. Pour la première fois depuis longtemps, des voix au sein même de la structure républicaine ont décidé de défier ce leadership autoritaire non officiel. Et il ne s'agit pas de personnalités marginales ou de vétérans dissidents. Il s'agit de 50 législateurs conservateurs qui, face à la ruine institutionnelle et à la souffrance de leur communauté d'origine, ont décidé d'unir leurs forces à celles des démocrates pour tenter de préserver ce qui reste de l'intégrité législative. Ils connaissent la douleur qui règne parmi leurs électeurs. Ils comprennent qu'il est impossible de justifier des coupes budgétaires de plusieurs milliards dans les programmes alimentaires, alors que la survie économique locale dépend précisément de la consommation des couches les plus pauvres. Ils sont conscients que des réajustements supérieurs à 100% des cotisations d'assurance maladie, comme c'est déjà le cas dans des États tels que la Pennsylvanie, se traduiront inévitablement par un rejet dans les urnes. Il n'est plus possible de convaincre un travailleur qu'il est nécessaire de perdre son droit à la couverture médicale, alors que les grands détenteurs de patrimoine bénéficient d'exonérations fiscales généreuses. La loi dite Grande Ley-Feia, la grande loi LED, présentée comme une solution solide, s'est avérée être un pacte avec l'effondrement. Elle a entraîné les plus importantes suppressions de l'histoire dans le système d'aide alimentaire, démantelé les structures de soins de santé et concentrer les privilèges entre les mains de ceux qui en ont le moins besoin. Aujourd'hui, avec un pouvoir législatif paralysé et un gouvernement fédéral plongé dans le chaos, les effets de cette politique insensible se propagent comme une contamination silencieuse qui ronge tous les piliers sociaux du pays. Et même face à ce scénario alarmant, une partie de la direction républicaine continue de faire semblant de ne rien voir, de ne rien savoir, de ne pas être concernée. Mike Johnson est devenu le symbole de cette cécité institutionnelle. Un dirigeant qui, au lieu de diriger, préfère attendre les ordres, qui, au lieu de rechercher le consensus, répète les scripts venant de Mar-a-Lago, assumant le rôle de mégaphone et non celui de coordinateur. Sa paralysie n'est plus seulement un handicap politique, c'est une menace réelle pour le fonctionnement de la République. Chaque jour qui passe, le nombre de collègues qui comprennent cette vérité augmente. Ce que nous avons sous les yeux, c'est une légende conservatrice brisée, prise au piège entre la loyauté irrationnelle à un projet autocratique et la pression concrète d'un peuple épuisé qui attend des réponses. Entre ces deux pôles, on trouve des parlementaires qui tentent désespérément de retrouver leur cohérence, qui cherchent à justifier pourquoi ils méritent encore d'occuper des fonctions publiques, qui luttent pour se rappeler à eux-mêmes et à leurs électeurs la raison pour laquelle ils ont été choisis. Et le plus révélateur est de constater que même des personnalités qui formaient auparavant le front de la Trumpisme ont commencé à s'orienter, bien que timidement, dans une autre direction. Il ne s'agit pas d'une conversion politique, c'est un instinct de préservation. Ils savent que continuer à suivre aveuglément les ordres de Trump et Johnson signifie se diriger vers un effondrement électoral, parce que le peuple a déjà compris. Parce que les marchés le ressentent déjà, parce que les centres de santé se sont déjà effondrés, parce que les écoles publiques n'ont plus les moyens de nourrir les élèves, parce que les programmes sociaux sont gelés, et la colère qui grandit dans les quartiers ouvriers, les communautés agricoles, les régions pauvres des grandes métropoles, est un signal clair que la limite de la patience a été dépassée. Et c'est à ce stade que je vous pose directement une question. Vous sentez-vous également laissé pour compte? Observez-vous également les gros titres des journaux avec le sentiment que personne là-haut ne se soucie vraiment du peuple? Si votre réponse est oui, je veux que vous écriviez ici dans les commentaires « Moi aussi, je suis fatigué d'être ignoré par ce système ». Cela peut sembler être une petite phrase, mais elle porte en elle une douleur collective, un cri étouffé par des millions de personnes. Et lorsque vous commentez, vous ne vous contentez pas de vous défouler. Vous rencontrez d'autres personnes qui ressentent la même chose que vous. Vous montrez que vous n'êtes pas seul.
Vous prouvez que votre existence compte, que votre histoire mérite d'être entendue, que votre voix ne sera pas réduite au silence. Maintenant, pour en revenir à l'épicentre de la crise, il est important de comprendre que le groupe des 50 législateurs qui a rompu avec le programme trumpiste et s'est momentanément aligné sur les démocrates ne l'a pas fait par affinité idéologique ou pour plaire à l'opposition. Il l'a fait parce qu'il n'était plus possible de soutenir l'insoutenable. Ils l'ont fait parce que les petits entrepreneurs de leur circonscription font faillite par manque de consommation, parce que les électeurs envahissent leurs bureaux en désespoir de cause, implorant leur aide, parce que même eux ne parviennent pas à expliquer pourquoi le Congrès est paralysé depuis tant de semaines, pourquoi les salaires des fonctionnaires n'ont pas été payés, pourquoi les hôpitaux ne reçoivent plus de fonds, pourquoi les programmes d'aide ont été suspendus. Et pendant que tout cela se déroule, Donald Trump joue avec le destin de millions de personnes, utilisant la structure publique comme bouclier personnel et exigeant des remboursements de plusieurs millions, comme si la justice fédérale était son trésor privé. Le plus révoltant, c'est la conviction avec laquelle il agit, croyant que personne n'osera le défier. Mais maintenant, cela a changé. Aujourd'hui, 50 parlementaires disent « ça suffit ». La peur a désormais laissé place au courage. Il existe désormais une réelle possibilité d'empêcher l'escalade autoritaire. Mais ce mouvement ne sera efficace que si la population comprend l'ampleur du risque. Si chaque personne comprend qu'il ne s'agit pas seulement d'une dispute en coulisses à Washington, mais d'une catastrophe qui se répercute directement sur le réfrigérateur vide, la facture d'électricité qui ne se ferme pas, l'école qui n'ouvre pas, le centre de santé qui ne fonctionne pas. La crise ne se limite pas au Capitole. Elle a déjà frappé à notre porte. C'est pourquoi ce canal existe. Pour dire ce que tant de gens évitent de dire, pour unir les voix qui se perdent, pour prouver que, même au milieu de la tempête, il y a encore de la place pour la résistance. Et si vous ne nous avez pas encore rejoints, c'est le moment. Faites partie de ce réseau qui n'accepte plus le silence comme une fatalité. Cliquez pour vous inscrire. Votre présence ici renforce ce courant de lucidité et d'indignation. Car lorsque nous marchons ensemble, la vérité gagne en force, et personne ne pourra plus l'ignorer. Dans les prochaines minutes, nous continuerons à dévoiler les coulisses de cette crise, en révélant comment cette insurrection silencieuse au sein même du Parti républicain a commencé à saper les fondements du Trumpisme, car l'enjeu dépasse largement un simple siège de leadership. C'est l'esprit même de la démocratie qui est en jeu, et cette bataille est loin d'être terminée. La lutte pour conquérir le cœur de la nation ne se manifeste pas seulement dans les sessions parlementaires suspendues, les discours creux des chefs de parti ou les communiqués officiels qui ressemblent davantage à des scénarios fantaisistes qu'à des documents d'État. Elle se manifeste surtout dans les petits signes du quotidien, dans les expériences réelles du peuple, qui tente de résister au milieu d'une vague croissante d'abandon politique, de négligence institutionnelle et d'une déshumanisation qui se répand silencieusement dans tous les coins du pays. Lorsque 50 députés du Parti républicain ont décidé de briser le silence et, au risque de subir des représailles, se sont alliés aux démocrates lors de votes urgents. Il ne s'agissait pas d'une simple articulation politique. C'était un cri provenant du bastion conservateur lui-même, un appel à l'aide qui a révélé au grand jour la crise morale au sein de la base trumpiste. Le message était clair, ça suffit. Il n'est plus acceptable d'assister sans réagir au démantèlement systématique de l'État, à l'érosion de la confiance collective et à l'appropriation du gouvernement comme s'il s'agissait d'une extension des désirs d'un seul homme qui refuse d'accepter des limites. Le scénario ne pouvait être plus grave. La paralysie administrative avait déjà dépassé tous les seuils tolérables, affectant les transferts essentiels, les salaires des fonctionnaires, les paiements en attente aux fournisseurs, les opérations des agences stratégiques et surtout détruisant le dernier filet d'espoir qu'il y aurait encore une responsabilité institutionnelle.
Même face à ce chaos, l'ancien président Donald Trump continuait d'exiger une loyauté inconditionnelle et le remboursement de centaines de millions de dollars pour des poursuites judiciaires dans lesquelles il avait lui-même choisi de s'engager. Aucun autre dirigeant de l'exécutif n'a osé un tel affront aux règles démocratiques. Aucun autre n'a utilisé d'arguments aussi absurdes que celui selon lequel le gouvernement devrait prendre en charge ses dépenses personnelles, comme s'il s'agissait d'une extension de son patrimoine privé. Dans cette mise en scène perverse, le député Mike Johnson a joué le rôle d'un spectateur silencieux, incapable d'agir, d'articuler ou de représenter les intérêts du peuple. Son refus de prendre des mesures d'urgence, sa soumission totale aux désirs de Trump, son omission dans les moments décisifs, ont fait de lui le symbole d'un Parlement qui a renoncé à son autonomie et à sa pertinence. La situation est devenue encore plus dramatique lorsque des sénateurs comme Josh Hawley ont commencé à reconnaître, au moins verbalement, l'urgence de maintenir le financement du programme d'aide alimentaire supplémentaire. Mais le peuple sait déjà que les mots ne remplissent pas les assiettes. Et c'est précisément pour cette raison que cette crise a cessé d'être un débat technique sur le budget. Il s'agit d'une question de survie. Il s'agit de pères et de mères qui ne peuvent plus garantir la nourriture à la maison. Il s'agit de retraités obligés de choisir entre acheter des médicaments ou payer la facture d'électricité. Il s'agit de jeunes qui, sans accès à la santé ou à l'éducation, voient même leurs rêves s'évanouir avant même d'avoir pu s'épanouir. Et tout cela pourquoi? Pour garantir que les milliardaires continuent à bénéficier d'avantages fiscaux, pour que Trump puisse manipuler les rouages institutionnels comme s'il s'agissait d'un jeu dont lui seul dicte les règles, pour que des parlementaires effrayés continuent à ignorer la souffrance de ceux qui les ont élus. C'est dans ce contexte que le geste des 50 républicains devient un tournant. Non pas parce qu'il résout le problème immédiatement, non pas parce qu'il répare comme par magie les dégâts déjà causés, mais parce qu'il révèle qu'il existe encore de l'intégrité dans certains couloirs du pouvoir, qu'il existe encore des représentants capables d'écouter la population, de reconnaître la gravité du moment et de comprendre que gouverner, ce n'est pas imposer, c'est servir. Et c'est précisément ce qui a manqué à tous les échelons du gouvernement actuel. Présence, écoute, compassion. Ce que l'on a vu, ce n'est que du calcul politique, de la manipulation émotionnelle et une tentative de consolider un autoritarisme qui se déguise en patriotisme. Et, comme toujours, ceux qui en subissent les conséquences sont les plus oubliés. Ceux qui n'ont pas de voix, ceux qui n'ont pas de représentation, ceux qui vivent en marge et luttent chaque jour pour préserver un minimum de dignité. Mais quelque chose a commencé à bouger. La fissure provoquée par ce groupe conservateur marque le début d'une nouvelle phase. Ce n'est pas encore une victoire. On en est loin. Mais cela montre que la domination absolue de Trump commence à être remise en question sur le territoire même où il régnait auparavant sans opposition. La question est maintenant de savoir qui sera le prochain à rompre le silence. Combien d'autres auront le courage de dire non à une structure contaminée par l'intimidation? Combien se souviendront que le rôle d'un fonctionnaire est de servir le peuple et non lui-même? Combien d'autres auront l'humilité de reconnaître que l'urgence de ceux qui ont faim ne peut attendre? Ce sont là des questions qui restent sans réponse. Mais ce que nous savons déjà, c'est que la pression vient de là où elle devrait toujours venir, de la base. Des urnes, des trottoirs, des réseaux sociaux, des conversations franches entre voisins qui souffraient auparavant en silence, mais qui se sentent désormais partie intégrante de quelque chose de plus grand. Parce qu'il existe désormais des espaces de parole. Il existe des canaux qui refusent d'omettre ce que les grands médias ignorent. Il existe des communautés comme celle-ci, où la douleur collective se transforme en voix, en connexion, en résistance. Et si vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo, c'est parce que vous faites partie de ce mouvement. Vous êtes du côté de ceux qui n'abandonnent pas, de ceux qui dénoncent, de ceux qui construisent. C'est pourquoi, avant de conclure, je voudrais vous faire une demande importante.
Si vous pensez que ces informations doivent toucher plus de gens, si vous pensez qu'il est nécessaire de maintenir en vie un lieu où la réalité du peuple est prise au sérieux, alors inscrivez-vous dès maintenant à cette chaîne. Partagez ce contenu avec quelqu'un qui en a aussi assez de se sentir seul. Et écrivez ici, dans les commentaires, d'où vous nous suivez. Racontez-nous un peu votre expérience. Votre histoire peut être le début d'une transformation qu'aucune structure de pouvoir ne pourra contenir. Nous serons là tous les jours pour vous apporter des analyses, des faits, des réflexions et, surtout, du respect. Car la politique ne peut continuer à être un jeu réservé à une élite qui s'amuse à décider de l'avenir de millions de personnes. La politique doit redevenir ce qu'elle aurait toujours dû être, un outil de justice, d'équilibre et de construction collective. Même si le paysage semble envahi par le désespoir, même si le mensonge continue de résonner plus fort que la vérité, même si le sentiment qui prévaut est celui de l'obscurité, nous croyons qu'un nouveau chapitre peut encore être écrit. Et ce changement commence par le courage. Et vous avez déjà prouvé que vous aviez du courage. Merci d'être avec nous. À la prochaine vidéo.